et plouf ponctuel comme d'habitude. Je viens de voir au retour caméra qu'on a des couleurs, on dirait les Power Rangers, entre nos fonds, entre nos t-shirts et nos couleurs de peau. Genre, il est blanc, je suis rouge, tu es multicolore. C'est génial. Une intro éclatée au sol. Messieurs, comment allez-vous? Ce soir, on accueille Gelusha et Ethnical, à savoir deux copains que j'ai très profondément dans mon cœur depuis des années. Dans mon cœur. Pourquoi? Comment est-ce qu'on se la joue? Waouh, Gelu, le clavier. Ah, désolé, je te demandais le lien du chat. Tu me demandais le lien du chat. Ok, il est piné sur le canal Discord. Tu sais, ça flex comme ça flex de oui, c'est trop facile, ensuite ça suit pas les infos. Eh oui. Ça fait que 6 fois qu'on donne le lien. Bref. C'est bon jeu. Une intro, comme d'habitude, extrêmement schlagos. Comment on commence? Gelusha est déjà venu il y a quelques temps, c'est un habitué, ou presque, même si ça se voit pas tant aux liens qui sont perdus dans les divers canaux. Il nous avait parlé la dernière fois de Bug Bounty, principalement, et un peu de Front-End, ou alors on avait survolé pour garder de la place pour un épisode futur. Gelusha, comment vas-tu? Je vais bien, et vous, monsieur Lalu, comment allez-vous? Je vais bien également. Je patine toujours pour faire des débuts un peu smooth. Et en deuxième invité, nous avons Ethnical Info, ou plus sobrement Ethnical. Comment vas-tu? Ça suffira. Bah écoute, ça va super, et toi? Pareil, comme il y a 30 secondes pour la première question. C'est vraiment, faut vraiment que je travaille ça, c'est terrible. Est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés, chef? Ah ouais, ça on peut commencer par... On a du temps, je sais pas comment ça marche le format, on peut dire. Tu vois, ce petit warm-up tranquillement. Ah ouais, il faut commencer pour les gens. Tu vois, je vais faire un mini truc pendant que tu parles. J'étais à Grelac, il était 3h30 du mat, du coup. Non, peut-être 3h, je sais pas. Il y avait de la chartreuse qui traînait un peu dans le quartier, et on était sur un pône un peu... Je sais plus quel pône c'était, mais c'était un pône médium ou... peut-être c'était médium, un pône je sais plus. éclaté, c'était vraiment le premier Stack Overflow, c'était le tout début. Ouais, je crois que t'as raison, on pas d'SLR, je sais plus, c'était un truc dans le genre. Et je sais plus ce qui se passe, on flag un truc, et je sais pas pourquoi on arrive à en parler, on en discute, mais ce que je me souviens du coup, c'est qu'on a les shots de chartreuse Grelac qui sont tout petits, qui sont là. Toi avec ton Dell XPS avec une i3 n'importe comment assis à côté de moi. Le Toshiba satellite qu'on connaît. Non, c'était un XPS. Non, c'était un XPS, c'était propre. Et c'est la première fois que je voyais un bel XPS quand même, parce que c'était un 13 pouces, très joli. Et il était tout tordu à côté de moi, et on essayait de pône le truc, je sais plus pourquoi, bref, c'était n'importe quoi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, mais pourquoi on a parlé, je ne sais plus. Ma vision de cet événement, c'est... Oh là là, je fais mon premier pwn, c'est mon premier CTF, je suis très content, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, vraiment le même avec le chien comme ça là, tout hyper. Et au final, je me retourne, excuse-moi, tu pourrais pas me donner un coup de main Donc ouais, t'étais ultra chaud, t'es venu, on était clairement 3h du mat, les yeux rouges, alors comment on fait ça? On va faire un pwn, ça va être génial, tu vas voir, c'est très simple, tu pètes la stack avec les registres, du coup tu push, pop. Ah c'est ça. Moi j'étais en dos crawlé derrière toi, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et au final, je pense que 2 ou 3 heures plus tard, on l'avait toujours pas flag parce qu'il y avait un truc trop bizarre, genre challenge easy, mais pas broken, mais juste on easy. Non mais parce que je me souviens, parce que on avait pris le PC de Luc, on n'avait pas désactivé la SLR sur sa machine. Oh putain, ouais, il y avait ça. Mais c'était le tout début, tu vois, on était vraiment encore balbutiant en sécu. Et à ce moment-là, donc on avait un petit peu cherché quand même, et tu me fais, ah non mais attends, c'est pas grave, au pire on l'a pas flag, je vais en parler à quelqu'un. Et t'es allé chercher Gelu. Mais t'es allé chercher Gelu, genre tu sais, quelques jours plus tard. Moi, Gelu, je le connais via toi, je pense. Hein. Je suis à peu près sûr même. Je me sens tu vas mieux t'en souvenir que moi, ok. Bah Gelu, merci d'être venu le jour-là. 3 jours après, par contre. Gelu qui a carré mes TP ensuite. Moi j'étais là 3 jours après. Là quand même. 3 jours de retard, le frérot. Il est toujours en retard de toute façon, mais... Non. C'est bon, moi j'ai fini de setup mes trucs. Terrible. Ah, parfait. Seulement un quart d'heure après on est deadline. On est bon. Nickel. C'est pas grave, en tout cas, tant que c'est là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais au quotidien, Ethnie et Gelu, si tu veux en remettre une couche, parce que je sais même pas où tu en es actuellement. Voilà. Je commence ou Gelu, comme il dit? Allez. Bah du coup moi c'est Tom, donc Ethnie, je suis actuellement Security Engineer chez OP Labs. Donc on est le collectif, la structure qui build donc Optimism, Mainnet, donc qui est une blockchain qui est un L2, donc on appelle ça un layer 2, c'est sur Ethereum. Donc on vient pusher des blocs sur Ether. Et en fait on a une vraie blockchain qui est au-dessus d'Ethereum pour des raisons de scalabilité
C'est pour ça qu'on fait ça. Du coup, en gros, globalement, c'est que il y a plusieurs blockchains, si vous voulez. On peut faire autant de layers que vous voulez, un peu comme TCP. On va dire que c'est un peu comme le modèle OSI. Pas pour les mêmes raisons, plus pour des raisons de performance. Ok. Mais voilà. Et nous, on travaille là-dedans. C'est un soft, c'est une blockchain, mais Ethereum as a backend. C'est ça. Et les nous, features... c'est Ethereum mais Scale. Voilà. Ok. Et c'est ce qu'on fait. Et donc moi je travaille chez eux, je fais de la sécu chez eux, donc je suis mon truc c'est Protocol Security Engineer. Notre rôle c'est de s'occuper de toute la sécu, que ça soit du collectif à vraiment que ce soit du node au smart contract sur le L1, donc sur Ethereum, parce que du coup pour faire tout ça en fait on a besoin de déployer du contrat sur Ethereum, qu'on appelle le L1. On a besoin d'avoir des contrats sur le L2, qu'on appelle Optimism ou Mainnet. Et maintenant qu'on appelle Superchain, qui est un ensemble de blockchains qui vont communiquer entre elles. Mais globalement, on a besoin. Il y a tellement de mots-clés de cet univers que j'ai pas, parce que globalement, la crypto, on en voit la partie cryptographie, on voit la partie blockchain, trading, levier de marché et tout. Un peu la flemme, on n'est pas là pour ça. Yeah. Et t'es une des rares personnes, je pense, que je connais qui est vraiment à mettre les mains dedans et à regarder ce qui se passe et à pas juste s'arrêter à soit la thune, soit le portefeuille à vrai usage, pas le côté purement spéculatif. Et du coup, à vraiment faire de la sécu. Donc, clairement, disclaimer, moi, il y a plein de mots-clés que j'aurais pas et je vais essayer de m'accrocher pour suivre. Et globalement, je vais me régaler. Je pense qu'il y a pas mal de gens. Ok, voilà, Asda qui dit dans le chat pareil, je vais rien piger as usual. Non, ce sera pire que d'habitude. Mais j'ai foi en ton énergie pour nous introduire un petit peu à tout ça. Et à celle de Guélu pour finir son setup. Ah, c'est bon, mon setup est terminé. Ouais, je sais. Mon setup juste est terminé. envie de troller un petit peu. Et vous inquiétez pas, pour tous les termes techniques et techniques, il est bon pour expliquer. J'espère. Et puis n'hésitez pas à balancer dans le chat les questions, parce que bien sûr on va les prendre au vol et essayer d'interrompre, pas à chaque question, mais quand il y en a qui sont vraiment on point, ou alors il y en a plusieurs qui disent la même chose du genre on comprend pas ce qui se passe. Et ben c'est pas sur le plan, let's go. Globalement on s'est fait un petit plan vraiment très sommaire, à base de intro, c'est là que nous sommes actuellement. Est-ce que la musique s'est arrêtée déjà ? Non. Si. Oui, non. Good. Ok, intro du coup, on y est, on va faire un premier tour. Il y a ordre non contractuel. Clairement, on a dit que c'était plein de points sur une feuille et qu'on allait voir un peu ce qu'on en fait. Et donc, comment est-ce qu'on pète du smart contract, côté logique ou côté binaire, donc quelles sont les failles qu'on peut retrouver là-dedans. Donc ensuite, partie, pas en Ethereum, mais plutôt la partie infra, donc la machine sous-jacente, le système peut-être de consensus, mais ça c'est toi qui nous diras. Moi j'ai les termes du profane, point de vue protocolaire aussi. Ouais. La partie Decentralized Application, des apps ou des web apps ? Des apps. Des apps. Des web apps. Non, personne dit des web apps, c'est des apps. Mais du coup, derrière, ça reste du web-ish ou on fait des clients lourds en des apps ? Ouais, ça reste que du web quasiment, on a peu de choses. On peut avoir du P2. Il y a des trucs qui. Ouais, non, c'est que du web. Non, parce qu'ils vont être build sur du Electron au pire du pire si c'est des applications lourdes. Il y a trop de framework JavaScript en fait pour que ça marche. Ouais, ok. Cool. Ensuite, Guélu, a priori, tu vas nous faire une partie sur comment péter du Web3 à partir du Web2 en tant que vecteur d'entrée. Ensuite, on aura une partie plus basée sur les extensions. Ensuite, défi et flash loan. Je ne connais pas ces termes, vraiment, je vais être d'une grande écoute. Et ensuite, potentiellement, story time si on a un petit peu de temps, à savoir les trucs utiles pour ne pas se mettre en danger dans ce super monde qu'est la crypto. Voilà le programme pour ce soir. J'y repasserai de temps en temps pour cocher des points, ou en tout cas je ferai votre fil directeur. Je vous mets en facecam. Et je pense qu'on peut commencer sur une petite intro de qu'est-ce que c'est vraiment qu'on va faire, qu'on va toucher. Ouais, mais du coup plus avec vos mots qui seront plus adaptés que les miens. Ouais. Bah écoute. Vas-y, nickel, ouais. Ce sera plus simple, moi je ferai la partie des apps, Web 2 et tout. Allez, allons-y. Du coup, comme l'a dit, donc le premier truc qu'on va voir aujourd'hui, c'est les smart contracts. Donc, ce qui va être un peu les bugs qu'on peut retrouver sur du smart contract. Avant de parler vraiment smart contract, etc., il faut juste qu'on trouve un peu où est-ce qu'on se trouve sur le layer. Juste, c'est un peu intéressant parce que du coup, on va avoir donc la blockchain qui va être en L1, layer 1 vraiment, et on va avoir les smart contracts qui vont être dessus sur la blockchain. Donc il y a plusieurs types de bugs comme il a évoqué. On va avoir les bugs par exemple infra, où là on va trouver des bugs dans la blockchain elle-même. C'est des gros bugs, c'est super intéressant. C'est plus
comment je pourrais dire ça? C'est plus impactant parce que si on trouve un bug dans la blockchain elle-même, on pète tous les contrats du dessus. Donc si vous avez 100 millions de contrats qui sont déployés, vous trouvez une 0D dans Ethereum, vous avez pété Ethereum. Vous trouvez une vulnérabilité dans un smart contract, c'est super intéressant, hein. Si le smart contract il détient 5 milliards, vous pouvez quand même voler 5 milliards, mais c'est qu'un seul contrat, c'est ciblé. Bon, on en reparlera parce que beaucoup de codes vont être forkés, donc on en reparlera dessus. Voler, tu veux dire aider à sécuriser 5 milliards? Ouais, enfin, tu peux voler. Non, écoutez, nous allons aider à. Non, du côté attaquant, si on est du côté attaquant, évidemment, tu peux voler, oui, on se comprend. Du côté attaquant, si tu tapes un contrat qui a 5 milliards dedans, t'es content, d'accord, du côté attaquant, mais bon, t'es quand même trop content parce que c'est 5 milliards, mais bref, je voulais dire dans le sens où il y a du contrat, si vous tapez du contrat, ça va vous aurez que les contrats qui sont vulnérables, d'accord, que les smart contracts qui sont vulnérables, donc c'est petites applications. Il y a le même parallèle de soit tu trouves une faille sur un peu de code custom et t'as un peu d'impact, une RCE, un truc comme ça, soit tu pètes un framework et derrière tu sais que tu vas scale, péter tout ce que tu veux qui est basé dessus. Exactement. L'avantage aussi, Ethnie, c'est que si t'as 5 milliards, du coup, étant donné que si tu rends tout mais que tu gardes 10%, c'est white hat, ça fait quand même pas mal dessus. Alors ça on en parlera après, mais ça c'est dans le dernier point, et ça c'est pas être white hat, d'accord? Quand vous volez l'argent et qu'à la fin vous demandez à Bounty, ce n'est pas être white hat, d'accord? Être white hat, c'est pas ça, hein. On en parlera, mais même dans ce milieu-là, bon, si vous pouvez voler ou sauver de l'argent, hein, c'est quand même à ce niveau-là, c'est quand même similaire, et que les gens vous donnent de l'argent, voilà quoi, c'est à la limite. Je dirais que ça dépend de l'éthique des gens, mais il y a quand même des gens là qui rentrent en prison, de plus en plus donc, parce qu'ils ont pété des protocoles. On a un Français qui a volé 9 millions chez Petitpuce, mais vu qu'on est Français, on a quand même fait la une, hein, parce que nous, on vole de l'argent quand même les Français, et le gars a freeze l'argent dans le contrat. Donc en gros, pour voler l'argent, il a quand même trouvé une vulnérabilité très complexe. Tu vois, avec vraiment des points, c'est sur la DeFi, donc on en parlera, Flash Loan et DeFi. Il a trouvé comment exploiter du lending market. Il a exploité 9 millions. Il a récupéré l'argent dans son contrat malveillant. Il n'avait pas fait de fonction pour récupérer les fonds dedans. Donc les fonds sont bloqués à jamais. Ah, si. Donc voilà, donc le gars. Tu les as même pas volés, tu les as pris, tu les as brûlés devant la personne. C'est genre, tu vois ton PEL? Ouais, je pense que c'était pas volontaire. Et après, je sais pas où ça en a terminé, il faudra suivre, mais en tout cas c'est un Français, hein, et c'est joli. Et je crois qu'il est passé au tribunal et qu'ils ont dit que c'était c'était pas un acte malveillant, et du coup il a été relaxé, il me semble. Mais intéressant, faut suivre. Je sais pas où ça en est. Par contre, les deux autres vraiment être non malveillant. Genre, il a vraiment pu faire ça et se rater, ou c'est cupide et derrière ils ont pas réussi à dire non, ça se voit que t'as juste pas anticipé et que tu t'es craqué. Il avait un bon avocat en vrai, hein, je pense. Hein. Moi, j'avais suivi l'affaire, c'était vraiment bizarre. Hein. Ah ouais, c'est. Ouais, de toute façon, si c'était vraiment white hat, c'est quand même. T'es connu. Parce qu'en plus, il avait supprimé pas mal de ses réseaux, etc. Il avait essayé de disparaître, etc. Les vrais white hat, on a des vrais white hat, hein, qui eux sécurisent des fonds, c'est assez fou. On en parlera par front run. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez quelqu'un qui exploite un protocole, on va essayer de le front runner. C'est-à-dire qu'on va essayer de simuler sa transaction et on va essayer de la rejouer avant lui. Tu vois, on va essayer de la jouer avant lui, et du coup, l'attaquant qui va jouer sa transaction pour essayer de voler 9 millions dans le protocole, toi, tu vas augmenter le gaz, tu vas dire, ma transaction, elle vaut plus d'argent que toi, et donc le mineur, il va dire, oh, toi, ta transaction, elle est plus intéressante que lui. Moi, je vais faire plus d'argent à miner ta transaction à toi que la transaction de ce gars-là. C'est incroyable, c'est genre, t'es en train d'écouter sur la blockchain, donc les parallèles réseaux. On appelle ça le même pool, mais c'est ça, t'écoutes sur le réseau. Ouais. Dès que tu vois un truc intéressant ou qui a l'air un peu fishy, tu dis juste bonjour Mastunas, je passe en prio, genre lui de QoS, qualité de service, et tu exploites avant lui. C'est terrible. Exactement. Et donc, il y a tout un art de ça, donc que ça soit du côté exploit pour la sécurité, mais il y a tout le côté aussi, on en donnera aussi, c'est le côté finance. Parce qu'évidemment, pour les deux côtés, c'est très très proche. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir être le premier à récupérer l'information, et il va falloir être le premier à subir l'info. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, tu as envie d'être le plus rapide possible. C'est pas tout le temps le cas, mais 80% du temps c'est le cas, et donc on va avoir des gens qui vont déposer pas mal de nodes à travers le monde pour être le premier à récupérer vu que c'est des réseaux peer-to-peer, il faut essayer de comprendre maintenant comment ça marche, comment est-ce que l'information se propage. Donc il y a tous les maths qui sont complètement que tout le monde s'en fout la plupart du temps dans la blockchain, dans les consensus pas trop, mais vraiment dans la partie EVM, par contrat, tout le monde s'en fout. Ou eux, c'est leur truc. Donc ça c'est fou. Donc t'as des gens, c'est ça qui est fou dans ce milieu, c'est qu'il y a des gens qui vont se spécialiser dans plein de fields, mais
vraiment dans tout ce qui est Web3, tu vois. Donc dans le fil en haut à droite, on va dire que ça c'est le côté arbitrage MEV, on va appeler ça MEV. C'est comment est-ce qu'on extracte de la valeur d'une transaction. Pour extraire de la valeur des transactions, il faut les récupérer, il faut être le premier. Donc on va déployer des centaines de nodes à travers le monde. On va essayer de faire de la cartographie pour essayer de trouver quels sont les nodes qui vont par exemple être le plus bruyant, on va dire. Et on va essayer de se rapprocher de tout ce qui va être data center aux US, qui va se rapprocher en Europe. On se dit ok, il y a un data center typiquement au VH, France. On sait qu'il y a beaucoup de nodes dedans. Il va falloir qu'on pose un validateur pour être le premier là-dedans. Et après on va essayer de faire notre propre réseau pour se connecter à nos validateurs pour être le premier à récupérer l'info, simuler la transaction pour savoir qu'elle est valide ou non, parce qu'on n'a pas envie de front-runner n'importe quoi, sinon on n'a plus de gaz en 2 minutes et on va perdre des centaines. Quelqu'un qui va voir qu'on fait ça, il va nous exploiter. Là, du coup, tu vas être une cible, parce que on sait qu'à chaque fois que je fais une transaction, tu vas essayer de faire devant moi. Donc je vais faire une transaction débile et je vais t'exploiter toi, tu vois. Donc faut faire attention, il y a cette guerre. Les heuristiques pour arriver à deviner qu'est-ce qui doit être front-run ou pas, ou le système de, je présume, ultra rapide copie pour arriver à simuler et derrière. C'est quoi les délais pour essayer de cramer une course comme ça? Alors vu que en vrai, ça peut être assez long en vrai concrètement. Ouais, vu que tu es inclus dans le bloc, tu as 12 secondes en général pour faire l'action. Par contre, c'est pas réellement le cas parce que du coup, toute la partie où tu vas devoir faire ta simulation, etc., tu as des simulations pour, par exemple, c'est vraiment compliqué, mais pour récupérer toutes les markets qu'on a, parce que du coup, vu qu'on est dans la DeFi, donc on a toute une finance qui est décentralisée, si tu veux récupérer tous les markets qu'il y a, donc tous les marchés financiers, tu peux tous les récupérer et tu peux simuler toutes les transactions. Tu peux simuler tout le market pour savoir est-ce que la transaction qu'elle a fait par Gelu, elle va être rentable dans le système. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une transaction qui arrive, est-ce qu'elle va être rentable? Il y a des transactions, elles sont pas du... Enfin, il y a des transactions, il faut savoir que 90% des transactions, elles servent à faire... Je vais set des privilèges dans une DAO, par exemple. Je vais set mon nom, je vais l'écrire dans un NFT. Je vais set... je sais pas, je vais transférer des tokens de A à B. Ça, 90% des transactions, elles sont pas rentables. Donc il faut essayer de comprendre quand tu prends une transaction, quel impact elle a sur toute la blockchain, tu vois. Parce que potentiellement, tu vas déplacer, tu vas burner peut-être 250 Ethers, ça a potentiellement un impact sur un oracle qui va pointer sur un contrat qui va dire « Hey, il y a tant d'Ethers, il y a tant d'Ethers, il y a tant d'Ethers. » cascade. Exactement. Wow. Du coup, ça c'est vraiment dur, mais... Première question de chat, ouais. Quel est l'acronyme DAO? DAO, Décision, c'est Decentralized Autonomous Organization. Et du coup, c'est Optimism, par exemple. Nous, on est OP Labs, mais on a donc le collectif qui est une DAO. Donc, ce sont des gens qui ont un pouvoir de vote, d'accord, typiquement ultra décentralisé. Tout le monde a des tokens, il y a une valeur. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des tokens, ça peut être des biens, ça peut être ce que tu veux. Nous, sur le côté ERC20, donc sur la partie blockchain, pardon, on a des ERC20, c'est des tokens. Ça permet de représenter ta force de décision, ton equity. Comme dans une société. Une société, tu as 100% on va dire que tu as 100% du capital qui va être divisé en 25%, 25%, 25%, 25%. Donc ça veut dire que tu as 4 stakeholders, 4 shareholders qui, eux, vont avoir 25% de la décision de vote. Donc c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on se retrouve avec des grosses DAO où tu peux arriver, faire ton proposal. Donc tu dis, voilà, je veux implémenter ça dans le protocole. Ou je veux déplacer 200 millions, par exemple, tu dis. Je veux m'envoyer 200 millions à moi, qui c'est qui vote pour moi? Moi, tu vas voter pour toi, donc tu vas avoir peut-être 0,13%, et tout le monde va te dire non. Par contre, tu peux dire, moi j'ai envie d'implémenter, j'ai envie de faire un hard fork, je suis pas d'accord avec vous, avec ce qui se passe aujourd'hui sur Ethereum, je suis pas d'accord. J'ai assez d'Ether, par exemple, en gage pour dire que bah voilà, je pense que ça c'est une bonne décision, c'est ce qu'on devrait prendre. Et bah du coup, on va faire ce qu'on appelle un proposal. Donc tu viens sur les forums de DAO, tu fais ton proposal, tu expliques ce que tu veux faire, comment c'est fait, c'est audité par d'autres gens, en général c'est décentralisé. On essaie de comprendre un peu comment ça marche. Si le proposal il est accepté, on le vote et ça marche. Et après donc il y a les proposals au niveau vraiment smart contract, eux ils sont encore plus fous. Par exemple je pense à Tornado Cash ou des choses comme ça, où eux tu vas venir, donc tu as vraiment une DAO, là tu peux carrément avoir le forum qui va voter pour... le forum qui va dire dans 6 jours, d'accord, si tu suis ce qui a été réalisé, ce qui a été écrit, donc toi tu vas te dire comment je pourrais dire, attends, faut... Suivre... Ouais, non, je vais la refaire. Tu arrives sur un forum,
t'as les proposals, d'accord? Toi, tu veux faire ton proposal à nous, on va se mettre dans le cas où nous, on fait notre proposal. Et on dit, on a envie d'implémenter une nouvelle feature. Et donc, tu implémentes ta nouvelle feature, tu crées un contrat en Solidity, et il va être mis automatiquement à jour. Donc, s'il y a assez de votes, on va prendre ton code et on va l'ajouter. Tu vois. Donc, évidemment, c'est méga dangereux. Parce que du coup, si tu arrives à trouver une bulle, enfin, si, déjà de 1, c'est ce qui est arrivé, par exemple, beaucoup de fois, c'est à masquer des contrats. Tu dis, ouais, voilà, ça c'est mon code et tout, allez-y les gars, super cool, j'ai envie de faire une nouvelle feature, ok? Et la feature, bah, tu l'audit, elle est nickel. Par contre, tout en bas, il y a un self-destruct. Les gens, ils disent, ouais, c'est pour détruire le contrat, ok, tu vois, à la limite. Et en fait, il y avait des vulnérabilités à l'époque. Maintenant, c'est un peu retiré, mais tu pouvais faire donc ce qu'on appelle de manière déterministique. Tu peux détruire un contrat et reset un contrat. Donc, en gros, tu détruis le contrat à la même adresse, évidemment. Du coup, tu détruis le contrat et à la même adresse, tu viens remettre le contrat. C'est-à-dire que tu peux voler tous les fonds. Tu vois. Ouais, mais déjà, t'es censé voir le nouveau contrat en termes d'input dans. Le nouveau, non, parce que oui, mais quand tu le vois, c'est trop tard. Donc, c'est ça qui est rigolo, c'est que du coup, t'as les gens, on a des time locks, et ça, c'est vachement rigolo. Dire, quand tu poches ton premier contrat, pour avoir le droit de dire j'appelle le destruct du premier qui va remplacer le deuxième, c'est quelque part dans la spec, c'est une feature, c'est dans le code, effectivement. C'est le destruct qui traîne quelque part, quoi, dans tous les cas. Après, il y a un autre moyen aussi qui avait été montré par c'est quoi, Sam CZ, non, je sais plus le nom. Aussi, tu peux quand tu vas sur le site là qui scanne la blockchain, c'est quoi, c'est Etherscan, c'est ça? Quand tu vas sur Etherscan, en gros, tu peux lui faire afficher le code de ton smart contract en fait, et en théorie, il est vérifié. C'est censé être vérifié, mais en fait, il avait montré que en envoyant tel opcode à la suite, et tu pouvais faire que le code derrière qui était affiché, c'était concrètement pas le même que celui qui était exécuté. Il avait fait un gros chal comme ça, et bon, balance à RTLO qui quand il est affiché par Etherscan. Là, c'était pas ça, c'était vraiment 100% avec des histoires d'opcode qui étaient interprétées en fait différemment par le décompilo, quoi, en fait. Parseur différentiel, hein, le classico, peu importe les endroits. Parseur différentiel, ouais. T'as un qui parse le bytecode et qui exécute et l'autre juste qui l'affiche, s'ils ne disent pas la même chose, t'es niqué. C'est pas comme si quelqu'un trouve un moyen d'afficher les paires dans GitHub, mais avec des caractères qui soient pas affichés du tout parce qu'il y a des bytes bizarres ou dans ce que tu veux. Les gens ils vont faire looks good to me, tu vas faire looks good to me aussi. C'est vrai. On sera tous seuls. C'est très similaire à ça. Après, la plupart des attaques qu'on a eues, elles n'ont jamais nécessité des grosses attaques. Pour avoir été dans pas mal de Warroom, il n'y a pas eu vraiment d'utilisation comme ça, tu vois. D'exploiter les bugs de Etherscan pour vraiment en arriver à prendre le contrôle des DAO et les compromettre. Souvent, ce qui se passait, c'est que les gens, soit ils lisaient pas assez, ou soit ils voulaient pas. Parce qu'en fait, du coup, le gars, il te file le code que le gars il veut rajouter, il dépose son contrat, et le contrat il est non vérifié. Si on est en plein milieu, par exemple, on est en plein milieu de bear market, ça veut dire qu'il y a moins d'attraction, il y a moins de personnes qui sont là, il n'y a pas d'auditeurs qui vont être là 100% du temps pour la DAO. Tu as beaucoup de gens qui sont là, qui veulent participer, mais ils sont pas assez techniques pour comprendre. Et donc un attaquant qui va tenter ça à nombreuses reprises et qui peut créer des adresses à l'infini, donc il peut créer une nouvelle adresse, essayer de rattaquer un autre protocole, etc. Sur peut-être 1000 attaques de DAO que tu vas faire, tu peux en rentrer une par exemple, tu vois. Si même, tu vois, ou sur 100, ça fait 40%. Les tentatives de commit pourries dans le kernel Linux avec des petites failles super discrètes, mais on va tenter jusqu'à ce qu'on ait une qui passe et on a notre backdoor pour LPE plus tard. Relou les gens qui font ça. Bon, après, tu perds ton mot de passe. Il peut aussi avoir des bugs directs de gouvernance pour le coup. Où derrière, en fait, d'un point de vue vote, par exemple, toi tu vas voter et en fait il n'y a pas de lock sur ton vote et tu votes 200 000 fois. Oui. Et dans ces cas-là, mais ça c'est un bug logique, c'est de l'implème. Ouais, c'est ça, mais ça arrive aussi du coup. J'aurais presque vu ça en tant que la majorité des problèmes. C'est du ça arrive ou parce que pour moi juste une implème. En fait, typiquement le replay de signature, c'est vraiment un truc qui a été vénère pour le coup. Je sais pas si toi, Ethnical, si t'en vois encore passer beaucoup des trucs de replay, mais même moi sur les audits que j'ai fait, j'en ai vu. Plus trop, Non, en replay, j'en ai plus trop. C'était commun à un moment. Après, il y a eu des standards qui sont venus en place pour vraiment lutter contre ça. Mais oui, le replay de signature, ça a été catastrophique. Surtout après cross-chain. Tu vois, parce que du coup, il faut savoir que du coup, si t'as pas, tu sais, chaque blockchain, par contre, si tu. T'as un bug de finalité aussi, du coup, dessus, accessoirement. La finalité, elle est pas la même cross-chain, donc ta signature, elle a pas non plus. Même si elle était sauvegardée, potentiellement ton bloc, il peut revert.
Il y a des chaînes qui ont des finalités à la con. Je veux dire, si tu rejoues exactement la même transaction, ça dépend de ce qui va se produire, mais ce que je veux dire, c'est ça dépend de la blockchain que tu trouves. Mais entre un L1 et un L2, par exemple, ou entre, je sais pas, Ethereum et Avalanche, par exemple, tu peux, vu que c'est les mêmes standards, c'est pareil, c'est EVM, si tu vraiment fais une signature, elle peut être valide à 2 endroits. Donc donc grâce à ça, on a rajouté les chain ID. Tu vois, on a rajouté des éléments qui disent, par exemple, dans la blockchain, elles ont toutes des chain ID. Ethereum, par exemple, on va dire que c'est 1, Optimism, ça va être 10, et du coup, ça va venir faire éclater les signatures, tu vois. Comme ça, t'es sûr que du coup, tu vas acheter un 10 qui va être concaténé quelque part, et un 1, et du coup, là, tu pourras pas la rejouer. Sinon, tu peux faire du replay dans tous les sens, et ça peut être dangereux. Mais ouais, ça, c'était des problèmes aussi, même. Messieurs, je vous propose qu'avant qu'on parle pendant des heures et des heures sur 20 000 types d'attaques, on commence à montrer un petit peu de quoi on parle physiquement. Genre un petit coup de screen share, montrer, je sais pas, un contrat, comment on le manipule, un petit coup d'éditeur, un petit coup de... Nickel, tu veux pas expliquer ce que c'est la blockchain? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué ce que c'était la blockchain en vrai. Ouais, juste... À la fois c'est troll, à la fois ça se tient comme question en début de stream. Galu, aide-nous à te sonder. Attends. Non mais on peut faire un truc vite fait. Est-ce que j'ai un truc qui traîne là? Je sais pas si je peux... Je caste ton écran, j'attends un petit peu. Ouais, quand je casse mon écran, faut que je le demande du coup? Non, alors globalement, moi j'attends... je la refais. Je n'afficherai jamais ton écran sans te prévenir en amont, au cas où. Précaution, tout ça. Des fois que tu as un screen share, quelque chose. Okay. Et du coup, c'est si t'es prêt, je peux balancer, vu que tu m'as partagé ton écran, là je peux la signer et ça part. Ok, ouais, vas-y, on peut partager. Hein. Allez, écoute, je partage ton écran, voilà qui est fait. Faudrait voir... tac. Ouais, alors je pense... Comment est-ce qu'on peut... Ouais, j'ai pensé à un truc vite fait, mais je pense... Soit on part sur du contrat, les gars, et on voit un peu comment ça se passe, soit on peut se partir vite fait sur un petit coup. Il n'y a peut-être pas tant, juste un coup blockchain vraiment, mais rapidos pour comprendre vraiment... à la limite, consensus. Ouais, un coup de consensus, un coup de un nœud ou un coup de... Comment est-ce qu'on fait pour relier un nœud? Après peut-être que ça c'est chiant, juste à la limite scroller sur les get started de la blockchain de ton choix. Et après en effet un coup de smart contract qu'on déploie, qu'on teste, qu'on invoque pour voir... le classique, pour voir qu'est-ce que c'est les inputs, qu'est-ce que c'est les outputs, comment ça processe, ce genre de choses. Je pense que ce sera pas je pense que, attends, je suis juste en train de démarrer, hop là, puis... Et je me fais bully par un moustique qui me tourne autour depuis tout à l'heure. C'est vrai? J'en ai plus depuis 2 semaines, je démarre le stream. C'est vrai? Mais il y en a encore en France là? Faut croire. Ouais. Bon, juste tac. On va faire un truc mec, t'as rapide ton au iPad plug à un Mac pour pouvoir dessiner en live et faire des trucs... Non, parce que nous on a eu le Excalibro du pauvre qui marche très bien, mais là la solution a l'air fancy quand même. Moi je vous paint après. Pirate Software, tout droit. Pirate Software. Du coup alors, on va dire que là on va parler d'un L1, donc c'est Ethereum. Donc L1, layer 1 de ton protocole. Voilà, layer 1. Voilà, c'est ça. Donc layer 1. On va parler que de lui là parce que du coup c'est intéressant. Et c'est vraiment parce qu'on va parler du coup juste comment ça marche vite fait la blockchain très rapidement en 5 minutes, tu vois, juste pour comprendre pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des contrats. Ouais. Voilà. Donc là il y a des nodes. Ok. Eux c'est des... On va dire c'est des GEF, ils s'appellent GEF. Pour Go Ethereum. Voilà. Il n'y a pas que eux, il y a d'autres clients genre Lighthouse. Donc en fait, eux, c'est ce qu'on va dire, ils exécutent. Et on a la partie, on va dire consensus. Et déjà on comprend un truc, c'est qu'ils sont pas liés. Enfin, qu'ils sont comment? C'est vraiment deux devices différents. Consensus, on va dire la Lighthouse. Donc là on parle de nos différentes machines physiques sur lesquelles on a démarré un agent. Get. Ouais, GEF. Ceux-là, ils vont parler les uns les autres via du TCP au-dessus ou de l'UDP, que sais-je. La petite roue dans le réseau. Est-ce que tu arrives à mettre ton iPad en plein écran, s'il te plaît? Je sais pas. En borderless, tu sais pas? Attends, t'as un window réflecteur tout en haut, window. De quoi, pardon, excuse-moi? Sur ton Mac. Non, sur ton Mac tout en haut, t'as window, en haut à gauche, dans tes tables. Et là, t'as pas... Non, t'as pas du tout. Super. Je peux le mettre en borderless si c'est vraiment ça un problème. Le truc que t'as fait juste avant, il est full screen en plein milieu de ton écran. Le truc que t'as fait là, ouais. Je sais pas si ça a marché là, ça me dirait. Oui. Et c'est... C'est pas fou. Attends, mais je peux faire un truc ici. Droit, il y a pas un borderless? Attends.
Force Je et mets un no frame. scale fit to Et là, je screen fais no comme ça. frame. Ouais. Bon, c'est pas. Oui, bon. c'est bien. On y Et est. oui, ils communiquent comme ça. Ok, ça c'est vraiment des. Eux, c'est vraiment des VPS, quoi. Hein. C'est des serveurs, c'est pas ce que nous on utilise. Hein. Tu vois, ça c'est que. Je veux dire, le Gef, là où il tourne, et le Lighthouse, c'est vraiment sur du serveur. D'accord, c'est des clients qui vont tourner sur de la machine, c'est eux qui vont faire le réseau. Nous, quand on est là, nous on est par ici. S'il faut, on va dire qu'on est là, et on va submit ici via JSON RPC pour parler avec la blockchain. Juste qu'on comprenne un peu. Donc nous, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on veut communiquer avec la blockchain, on fait du JSON RPC à Gef. Après, comment ça marche, comment est-ce que lui il propage, etc., on s'en fout. Mais ce qui se passe, c'est que globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui il va écouter sur un port. Ça va être. Ah, pardon. J'arrive pas à écrire, c'est l'enfer. C'est rigolo que la solution qui a été suivie, c'est de nous parler en JSON RPC au guest plutôt que de nous monter un get local et de lui donner des commandes qui lui vont parler en faisant déjà partie du réseau. Là, on est externe au réseau quand on lui parle plutôt que de monter un propre nœud de notre côté et lui dire maintenant. Alors, on peut faire ça, hein. C'est même mieux, c'est quand même mieux. D'habitude, les gens montent d'habitude. Les gens qui ont un problème avec la privacy, etc., ils vont montrer leur propre gef. Pourquoi ? Parce que sinon, toi, tu es obligé d'envoyer tout ça ici, et dedans, évidemment, il y a ton IP, quoi. Parce que du coup, bah, là, tu sais qui c'est qui te parle, donc tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Et aussi, vu que tu lui envoies une info, si tu lui envoies, toi, tu as envie d'exploiter un protocole aussi, ça faut le comprendre. Tu as envie, par exemple, de faire des choses de manière privée, tu as envie, pour la privacy, d'utiliser ton de cache ou des choses comme ça, ça peut être un problème parce que du coup, ce node-là, lui, il va loguer les informations. Donc toi, quand tu lui parles, c'est quelque chose. Mais oui, tu peux très bien avoir ton propre Gef en local, ici, et toi, tu vas venir communiquer, et lui, il va venir rentrer dans le réseau. Mais ça, c'est pas... Mais après, si tu veux la plupart des gens, ils le font pas. Si tu veux t'anonymiser, de toute façon, ça aide pas d'avoir un get. Après, tu es censé enlouer un serveur, avoir du compute quelque part. Ça veut dire que c'est toujours ton get qui va renvoyer les informations au reste du réseau en premier. Donc, on saura que c'est ce nœud-là qui t'appartient d'une certaine manière. Et limite, on pourra regarder... Je sais pas, ça a l'air de déplacer le problème sans vraiment le résoudre. C'est pas un tort, le truc. Ça masque. Non, Ouais. c'est pas tort. Ça va masquer un peu plus quand même des choses comme ça. Mais oui, évidemment. Mais c'est juste que voilà, si tu parles en direct, tu dois truster le node. Parce que lui aussi, il y a rien qui t'interdit que toi, par exemple, tu veux prendre une opportunité pour faire, comme on disait tout à l'heure, une transaction qui va peut-être générer de l'argent. Il y a rien qui t'interdit que lui, il va dropper ta TX et il va dire moi je m'en fous. Il va juste remplacer ton contrat par son contrat. C'est ça. Et ça, j'ai un pauvre serveur JSON RPC, donc ça s'ouvre des failles web classiques. C'est ça. Donc potentiellement, tu peux faire ça. Donc il y a des choses qui vont faire que c'est pour ça. Donc c'est quand même mieux d'avoir ses propres... Tout le monde aura ses propres clients, ses propres nodes, si ils vont commencer à vraiment jouer sur le réseau, quoi. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc là, on sait, eux, c'est la partie vraiment exécutive. De toute façon, la partie vraiment exécute, c'est Gef, et c'est vraiment ça qu'on va servir quasiment tout le temps, parce que c'est ce qui est le plus intéressant pour nous, parce que nous, on veut travailler sur la partie smart contract. Donc eux, c'est eux qui vont exécuter les contrats. Eux, ils les exécutent. Redonne-moi juste un coup le G de get. Go. C'est Go Ethereum. Ok, c'est juste une implème qui a été choisie, mais ça pourrait être PEF c'est ça, ou on a Ref aussi. C'est la toute première, je crois, aussi, non C'était celle qui avait pendant la bêta. Ouais, il y a OP on a Erigon aussi. On en a quelques-unes, mais s'il y a beaucoup, on en parlera. Ça, on peut juste peut-être revenir dessus vite fait. Et en théorie, on aura un peu de tout ça dans le même réseau parce qu'ils parlent le même protocole, donc ça roule. Ça roule théoriquement à quelques différences d'implème. Un truc qui est important aussi, c'est d'avoir plusieurs implémentations différentes de logiciels comme ça. Exact. Parce qu'en fait, justement, c'était Patrick qui était venu dans ton stream, qui avait fait une présentation là-dessus. Tout ça. Ouais. Et c'était à OffensiveCon il y a quelques années, il avait fait une presse sur du fuzzing là-dessus. Et ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs implémentations différentes. Parce que forcément, s'il y en a une qui se fait péter, et si elle n'a pas la majorité, au moins il n'y a pas tout le réseau qui tombe, quoi. Genre admettons que tu as un DOS sur un truc, étant donné qu'elles communiquent toutes entre elles, si tu as un DOS qui se propage, c'est embêtant par exemple, tu tues tout, quoi. Clairement. Ouais. Alors que là, on a plein de petits bugs, mais qui pètent un quart du réseau à chaque fois, et tout va presque bien. Après, s'il y avait des bons bugs protocolaires et que les gens suivaient vraiment le protocole, t'as quand même moyen d'avoir... Enfin, je veux dire, le point commun de toutes les implèmes, c'est le protocole. Si t'arrives à avoir un bug à ce niveau-là et que tout le monde le suit bêtement... Bon, après, faut se lever tôt, je pense. Mais...
Typiquement, Go, c'était un problème parce que de mémoire, Go, dès le moment où il y a une erreur, le machin il s'éteint, il redémarre pas quoi. Par défaut. Ouais. Si tu mets seul, ouais. Quoi. Ça dépend vraiment de ce que tu vas, ça dépend du bug que tu vas avoir quoi. Mais il y a eu des bugs super intéressants sur Gef du coup. Alors quand ils trouvés par la Gef Team parce que c'était en fondation. Là à l'écran vous voyez du coup t'as la partie vraiment majorité minorité des clients. Gef on est dans la partie danger parce que du coup ils ont plus de 51% du réseau. Aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on encourage les gens à utiliser des execution clients qui sont plus minoritaires. Bezu, Nethermind, Ref qui va prendre beaucoup. Alors ça m'étonnerait qu'il fasse 1% aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être pas un jour où il y a un problème, c'est pas possible. Tout ça marche quand même vachement bien. Les problèmes, du coup, pourquoi? Parce que souvent, c'est la question, c'est pourquoi, du coup, il y a 52% ici, quoi, tu vois, c'est tout de ouf, tu vois. Pourquoi les gens, Parce que ça marche bien. Parce que voilà, c'est parce que ça marche bien et qu'il n'y a pas trop de downside. Il y a un streamer qui en a parlé, du coup. Il y a les tutos pour ce truc-là, donc forcément, les gens utilisent. C'est parce que ça marche mieux. T'as moins de problèmes avec tes nodes et les gens sont obligés de retaper. C'est un enfer. Quand t'as vraiment des gros nodes d'archives, ça prend du temps. S'ils cassent, t'es obligé de tout refaire. C'est insupportable. Et donc mais juste pour en revenir à ça, la client distribution, on a donc la partie consensus sur la gauche, on a la partie exécution sur la droite, et c'est pas la même chose. Tu vois, la partie consensus, elle va permettre de élire la prochaine personne qui va produire le bloc. Un truc important, la partie exécution, celle qui va permettre de exécuter les smart contracts. En gros, exécuter les instructions, exécuter les transactions, c'est celle qui va te permettre de faire des actions et vraiment que le world state, donc l'ordinateur géant, lui il exécute des instructions, c'est sur la partie droite. Et c'est pour ça que nous ça nous plaît ici. Les bugs qui sont ici, là à gauche, ils sont complètement fous. C'est des gros bugs P2P où par exemple, on va essayer de jamais faire élire quelqu'un. Ça, c'est un énorme bug. C'est-à-dire qu'on a un bug de finalité, ça s'appelle. Si vous trouvez ça, sur Ethereum, ça vaut beaucoup d'argent. Là, vous cassez tu casses la démocratie, tu casses tout. Ouais. Tu casses le fait qu'on ne peut plus produire de blocs. Donc, si tu n'arrives à plus produire de blocs, la chaîne, elle ne progresse plus. Si elle ne progresse plus, c'est un vrai problème. C'est pas tu viens pas détruire la donnée précédente, mais tu la fais plus progresser. C'est un gros problème. Ouais, t'as plus qu'une transaction, économie à l'arrêt, tout ça. Plus de volume. Si tu arrives à altérer. Si tu arrives à altérer les blocs passés, là c'est une catastrophe allure. C'est pas le niveau, mais c'est catastrophique. Mais c'est pas les mêmes niveaux, tu vois. Et la partie consensus, elle, c'est comment est-ce qu'on va du coup produire le bloc. Qui c'est qui va être élu pour produire le bloc? Et donc là maintenant dans le réseau, n'importe qui peut être élu à ce moment-là pour produire le prochain bloc. Et ça du coup ça ouvre des gros problèmes. Des trucs super cool, mais au niveau sécurité du coup, ça ouvre des problèmes assez intéressants. Parce que du coup, ça veut dire que du coup, si l'élu, il va produire le prochain bloc, et qu'il m'aime pas, il peut dire, Tom, je drop TTX. Tu vois. Et ça s'appelle du censorship. Et donc, on commence à avoir un niveau comme ça où ça peut potentiellement arriver avec des... Flashbots. Voilà, avec c'est un peu compliqué, mais des block builders, des gens qui vont produire des blocs pour d'autres gens et qui vont être rémunérés pour ça. Et parce qu'ils vont optimiser les blocs en fait. Du coup, il y a de l'argent à faire là-dedans dans ce milieu-là aussi. Tu peux produire les blocs correctement. Si tu les produis correctement et que tu protèges en quelque sorte les gens aussi, en quelque sorte, de pas se faire potentiellement front-run, de pas mettre leurs transactions à risque, tu vas être rémunéré pour ça. Ok. Et donc ça c'est une partie intéressante aussi. Voilà. Donc grosse notion de trust au passage. Là on parle de consensus client et d'exécution client. Je me fais encore bisuter par ce qui est moustique. Dans un nœud Ethereum, il y a un peu des deux dans chaque nœud et c'est le fait qu'il y ait les deux qui fait un nœud, les deux technos ou les deux implèmes, ou est-ce qu'on a vraiment une machine qui va être là pour faire que de l'exec et elle s'encarre du consensus et une qui va faire que du consensus? Non, il y a vraiment les deux parties à chaque fois. On a les deux. Okay. Deux qui tournent, c'est mandatory quoi. Parce que du coup tu veux écouter tu veux écouter en fait ce qui se produit du consensus tout le temps pour savoir qui va être le prochain bloc qui va être sans vouloir se mouiller, sans vouloir oui, tu peux, alors tu as le droit tout à fait de faire des blocs comme ça, oui bien sûr tu peux faire donc des light clients, des light nodes etc. Tu peux, mais eux ils vont pas participer au réseau actif. Ok. Par contre, tu peux vraiment avoir des réseaux, des nodes que les gens vont écouter. Même moi, toi, tu lances un Docker et tu peux pas participer, mais du coup à écouter le réseau. Tu vas participer à la décentralisation du réseau, mais pas à la participation active. Pas toute la partie vraiment consensus, évidemment, si t'as pas de consensus clair.